Brice Benhamed, bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro. Alors, tu es le DRH d'un groupe qui s'appelle Sigvaris. Est-ce que tu peux, d'abord, peut-être en quelques mots, présenter ta fonction et ton quotidien de DRH? Alors déjà dans ma fonction, DRH, qu'est-ce que ça veut dire? C'est directeur des ressources humaines. Mais derrière ce titre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors c'est l'inverse de ce qu'on est en train de faire là. Pourquoi? Parce que c'est un rôle qui est plutôt dans l'ombre, dans l'organisation. Et l'objectif, c'est plutôt de faire fonctionner l'entreprise aux côtés du dirigeant et faire en sorte que la volonté du dirigeant, ses directives ou en tout cas ses perspectives puissent se traduire concrètement dans l'organisation en embarquant tout le monde avec le bon niveau d'énergie, le bon rythme pour que tout ça, ça fonctionne super bien. Et Sigvaris, c'est une belle marque, une entreprise mondiale. Est-ce que, en quelques mots, pareil, tu peux nous expliquer le métier de Sigvaris? Alors Sigvaris, c'est une super marque. C'est une marque que j'ai découverte il y a 8 ans. C'est le leader mondial de la compression médicale. C'est un groupe familial. Donc moi, je m'occupe de la partie Sigvaris France. Et en France, on est à peu près 630 collaborateurs et on fabrique des dispositifs médicaux qui sont distribués dans toutes les pharmacies de France. Et on fabrique plus communément ce qu'on appelle des bas médicaux de compression, chaussettes, bas, collants pour accompagner les patients dans leur quotidien et faire en sorte en fait qu'ils se sentent bien dans leurs jambes en toutes circonstances. Avec une spécificité, c'est que c'est à la fois encore un groupe familial, je crois, et puis qui fait du Made in France. Oui, très clairement. En fait, la volonté du groupe, c'est quand même d'avoir un ancrage territorial fort et nous, on promeut le Made in France. Ça, c'est une valeur cardinale qui est importante et c'est une bataille vraiment de tous les jours parce que dans le monde dans lequel on est, c'est vraiment pas simple. Oui, il y a beaucoup de concurrence, on y reviendra. Je suppose que c'est aussi pour ça qu'on est là, pour parler un peu de comment est-ce qu'on s'adapte à cet environnement. On est là pour parler RH, on est là pour parler management. En quelques mots, pour toi, quels sont les grands enjeux aujourd'hui de ces ressources humaines? On parle beaucoup de difficultés, de freins, de marque employeur. C'est pas là-dessus que toi, tu avais envie d'insister? Non, très clairement, moi, ce sur quoi j'avais vraiment envie d'insister, c'est finalement l'ARH aujourd'hui, son vrai rôle contributif, c'est d'accompagner les changements en entreprise parce qu'ils sont de plus en plus rapides, parce que le contexte, en fait, il change tout le temps. Ça peut être des conditions commerciales qui changent, ça peut être des réglementations qui changent, et puis, on l'a vu dernièrement, ça peut être aussi un contexte international qui peut avoir des impacts très lourds sur les sociétés, donc après sur les organisations. Alors, tu dis souvent que ton travail, c'est d'aller un peu plus vite, mais on pourrait comprendre un peu plus vite du mauvais côté, un peu trop performance. En fait, aller plus vite, c'est parce que le monde va vite, la concurrence va vite et qu'il faut s'adapter. C'est vraiment une conduite du changement dont tu parles, en fait. C'est ça. En fait, c'est conduire le changement avec les hommes et les femmes de l'entreprise. On ne peut pas conduire un changement si on oublie l'essentiel des effectifs qui la composent. Donc, un dirigeant, comme je le disais, il peut avoir les meilleures idées du monde. Si derrière, ça ne se traduit pas et ça ne donne pas de sens pour les collaborateurs, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui a donné l'envie à l'entreprise et à toi en particulier de participer à cette aventure un peu collective du travail sur les innovations managériales? Pourquoi est-ce que tu étais content de participer à ce temps collectif, en fait? Plusieurs choses. Déjà, je ne suis pas né dans les ressources humaines. Je suis à la base un manager opérationnel. Et ça fait partie de mon ADN. Et j'ai toujours eu une culture santé et de prévention très importante dans mon propre ADN. Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans la culture de Sigvaris. C'est pour ça que j'ai rejoint cette entreprise. Et je me suis dit, il faut qu'on continue de cultiver ce soin apporté aux collaborateurs. Et il faut qu'on s'occupe de la ligne managériale si on veut pouvoir conduire les changements de demain qui s'imposent finalement à nous pour rester compétitifs. Globalement, avant qu'on rentre dans le détail de ce que tu as fait dans ton entreprise, qu'est-ce que c'est qu'une innovation pour toi, en vrai? Une innovation, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est pas forcément des feux de paillettes. Une innovation pour moi, c'est accepter de se dire il y a quelque chose à travailler et comment on peut le faire différemment. Qu'est-ce qu'il faut inventer dans les dispositifs de demain pour que ça nourrisse le collectif et qu'est-ce qui peut être efficient? C'est ça pour moi une innovation. Et quelque chose aussi qui puisse s'inscrire dans le temps, parce que souvent on parle de management, on dit bah depuis le temps on devrait savoir manager, mais en fait ce qui compte c'est de faire durer un peu tout ça. Oui, ça s'inscrit dans la durée parce que quand on lance quelque chose, ben déjà il faut arriver à convaincre, il faut avoir la preuve de concept et puis après,
quand ça a bien pris, il faut pouvoir capitaliser dessus, brique par brique, finalement, pour continuer de faire évoluer les dispositifs et être toujours avec un temps d'avance. Alors, on va parler justement de cette innovation concrète chez Sigvaris. D'ailleurs, elle a été un peu marketée, tu lui as donné un nom. Quelle est l'innovation dont tu veux nous parler et que tu vas nous présenter? Alors l'innovation qui s'est passée, j'en suis pas le père, je veux être très clair, donc j'ai plutôt repris un flambeau, mais j'étais déjà dans le collectif à l'époque où on l'a mis en place. On a créé ce qu'on appelle les universités du management, et donc c'est un dispositif qui est vraiment dédié à nos managers chez Sigvaris, et on a commencé finalement petit à petit avec un collectif de cadres managériaux, et puis on l'a étendu à l'ensemble des managers, pardon de le dire ainsi, qui soient directeurs, responsables de service ou plutôt managers de proximité, puisque tu le disais tout à l'heure, l'innovation c'est brique par brique. Et donc l'idée là c'était vraiment d'amener tout ce collectif managérial. Et au-delà de l'université du management, on a aussi mis une nouvelle brique qui s'appelle les rendez-vous du management, parce que tout au long de l'année, l'idée c'est d'avoir des temps forts pour nos managers pour cultiver leurs compétences managériales, leurs pratiques managériales, parce qu'il faut arrêter de croire que nos managers ils savent tout faire. C'est pas vrai. Alors concrètement, comment ça s'est organisé, comment ça s'est mis en place, comment ça a avancé? Parce que je crois que c'est la 5e édition, là. Comment est-ce qu'on a apporté des briques différentes? C'est quoi cette fameuse journée? Alors, c'est une journée qui leur est dédiée. On s'est dit, il faut qu'on prenne soin des managers, et donc on voulait que cette journée, en fait, soit aussi une notion de cadeau pour les managers, que ce soit une journée, en fait, qui soit ressourçante. Pourquoi? Parce que dans le quotidien d'un manager ou dans l'année d'un manager, on rencontre différentes difficultés parce qu'on travaille avec un matériau tangible et pas tangible, parce qu'on est sur de l'humain. Et l'idée, c'était vraiment que cette journée, il puisse avoir un temps de ressources, un temps d'échange sur des pratiques, quelques outils et surtout une notion de mise en mouvement après pour se dire qu'est-ce que je garde parce que je le fais bien, qu'est-ce que j'accepte de changer parce que je me rends compte que j'ai des collègues qui font peut-être mieux certaines choses, ou je me nourris finalement de l'expérience des autres. Qu'est-ce que j'arrête de faire parce que concrètement, en fait, ça marche pas ou je m'épuise de le faire. Et finalement, j'accepte d'arrêter. Oui, il faut permettre à ceux qui sont en situation de s'autoriser peut-être à dire, bon, bah là, il faut que je change de voie, etc. Mais c'est fait avec les pairs et avec les collègues, c'est plus facile aussi. Exactement. Mais pour conduire une innovation de ce type-là, si vous n'avez pas l'adhésion de votre dirigeant, là aussi, c'est très compliqué. Et après avoir l'adhésion du dirigeant, il faut que vous puissiez avoir l'adhésion des têtes de pont que vous pouvez avoir sur les différents services. Alors on peut parler de Comex, on peut parler de Codir, peu importe la taille d'entreprise, mais il faut vraiment embarquer aussi ce collectif-là derrière les sujets pour être sûr de capter finalement l'organisation. Elle a besoin de quoi? Sur quoi il faut qu'on concentre l'énergie de travail et quel est le dispositif finalement qu'on va mettre en œuvre pour entraîner, former, développer les managers. Elle a changé un peu au fil des ans, parce que ce qui est important aussi quand on parle d'innovation, c'est aussi de pouvoir mesurer l'impact. Il faut que ça serve à quelque chose. Comment est-ce que tu as pu mesurer concrètement au sein des équipes, peut-être dans l'ambiance de travail, en quoi ça avait changé, en quoi ça avait transformé la manière de regarder ou d'agir des managers? Alors, en quoi ça a changé? En premier lieu, on a commencé, je vais dire, petitement. On a commencé avec les managers pour définir ce qu'on appelle les compétences managériales. Pour vous, en tant que manager, qu'est-ce qui est important de développer en termes de compétences? Et derrière, deuxième brique, on est venu parler des pratiques managériales associées à ces compétences. Parce que l'enjeu derrière, c'était de se dire comment on peut avoir les meilleures pratiques managériales pour éviter les facteurs de risque psychosociaux dans l'entreprise, que finalement tout le monde trouve sa place et vive le changement, si je garde mon fil rouge, parce que comme je vous le disais, c'est bien accompagner les changements. Comment tout ça se met en œuvre, et puis étape par étape, après on est venu mettre d'autres dispositifs avec eux. Et comment je mesure finalement que ça fonctionne? Déjà, c'est les feedbacks qu'on a de leur part après ces journées d'université du management, ou après les interventions qu'on fait avec toute mon équipe sur les rendez-vous du management. Est-ce qu'ils ont apprécié? Est-ce que finalement ça les aide dans leur quotidien? Et moi, de ma fenêtre, je me rends compte que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que quand on conduit un projet de changement dans l'entreprise, en général, il y a peu de freins. Il y a beaucoup de questions, il peut y avoir de l'objection, mais il y a peu de freins. Et finalement, les projets, on arrive à les mettre en place relativement rapidement. Est-ce qu'il
Il y a aussi une manière peut-être de thématiser ou d'éditorialiser, si j'ose dire, ces temps de réflexion. Chaque année, il y avait un thème en particulier. C'était quoi le dernier, par exemple? Alors le dernier, c'était manager émotionnellement le changement parce qu'on avait un projet très complexe à mener chez Sigvaris en 2025 et l'idée, c'était d'accompagner les managers et de leur donner un temps d'avance sur ce qui allait se passer dans l'entreprise et accueillir les réactions de leurs collaborateurs. Pourquoi? Parce que quand on fait des grandes annonces ou quand on conduit des projets qui sont compliqués pour les gens, ben, en général, ça suscite beaucoup d'émotions. Et là, vous pouvez avoir tout le panel des émotions. Ouais, qui peuvent Voilà. être positives, négatives, sachant que Exactement. l'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement, mais il faut savoir parfois la canaliser. Ouais. Et je suppose que ça avait bien fonctionné. Comment les gens avaient réagi à cette thématique? Et ben, très positivement, parce que finalement, déjà l'intervention, on a eu une super speakerine qui nous a montré comment elle avait su dépasser, vivre des difficultés dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Et puis, avec des partenaires externes, on est venu caractériser finalement c'est quoi les 4 grands champs d'émotion ou 6 grands champs d'émotion, ça dépend où on se positionne. Et les managers, ça leur a permis aussi de se poser la question, de se dire, et moi, comment je réagis? Comment ça réagit en moi tout ça? Pour ensuite leur permettre de se dire, tiens, et si j'ai un collaborateur où il réagit comme ça, la bonne posture que je dois avoir par rapport à ça, c'est quoi? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je réagis? Est-ce que je rentre tout de suite en mode solution ou pas? Et donc, c'est ça qu'on les a amenés à travailler, échanger sur leur pratique managériale et se nourrir finalement de, tiens, qu'est-ce que fait mon père? Exactement. C'est vraiment ce qu'on appelle l'intelligence collective. J'aime pas ce mot, mais ça mais veut c'est dire ça ça en quand fait. même. 5 ans déjà, c'est quoi la suite? C'est quoi les prochaines étapes de cette innovation en quelques mots? La prochaine évolution, je pense, de l'université du management, ça va être de venir renforcer les pratiques managériales, créer plus de temps fort sur les rendez-vous du management, parce qu'on en a 4 dans l'année, donc une par trimestre, et j'aimerais augmenter cette volumétrie, mais toujours avec sens dans l'organisation. Et si j'arrivais à passer peut-être un rendez-vous du management tous les 2 mois avec mon collectif, eh ben, je pense que ça serait une bonne chose pour nos managers parce que ça leur permet à chaque fois de faire un pas de côté régulièrement sur, tiens, où j'en suis dans ma pratique managériale, qu'est-ce que j'ai changé, où j'ai progressé et finalement, en quoi je peux encore m'améliorer. Alors l'objectif de ce podcast, tu sais, c'est d'échanger, puis peut-être de donner, j'allais dire, un conseil sur ce projet en particulier. Est-ce qu'il y a un conseil ou quelque chose que tu as appris pendant ces 5 ans que tu aimerais transmettre et partager à un collègue qui t'écouterait et disait, tiens, j'ai envie de le faire peut-être ou ça m'inspire. Quel est le conseil que tu donnerais? Alors le conseil que je donnerais, tu vois, quand je t'entends en parler, c'est de dire, faut pas retenir de ce dispositif, de se dire, ah mais en fait c'est une journée de formation, et puis après on passe à autre chose. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un alignement dans les pratiques managériales et finalement de développer une culture managériale pour que l'organisation, jamais on se dise, c'est dépendant que d'une ou de 2 personnes. Donc le conseil que je donne, c'est penser collectif. Vraiment penser collectif. Ça coûte de l'argent, c'est certain, mais l'investissement, il vaut le coup, surtout si vous avez beaucoup de projets à conduire, avoir une ligne managériale qui est bien alignée, d'en haut jusqu'en bas, ça fait gagner un temps fou et ça permet d'éviter bien des écueils. Et puis un petit dernier mot un peu d'espoir, parce qu'on avait commencé en disant que c'était quand même pas si simple que ça, hein, gérer les talents, les ressources humaines, etc. Quelle évolution pour les RH? Est-ce que tu as quelque chose d'assez positif à transmettre ou à partager en disant oui, c'est quand même toujours le cœur du dispositif en vrai? C'est toujours le cœur du dispositif et moi j'entends plein de personnes qui ont peur de l'arrivée d'un grand sujet de l'intelligence artificielle. Ça va changer des choses, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il y aura toujours besoin de liens, d'humains, parce qu'un adage qu'on m'a transmis dans ma carrière, c'est dans une entreprise, il n'y a pas de problématique technique, il n'y a que des problèmes humains. Donc soit on n'a pas les bonnes compétences, soit on peut ne pas avoir les bonnes personnes, mais en général, ça tourne toujours autour de l'humain. Donc capitalisez sur l'humain, développez-les, investissez sur eux et
ça devrait bien continuer. Bien continuer, bien fonctionner. Ben, merci beaucoup, Brice Benhamed, d'être venu nous parler de tout ça. Et puis, on rappelle que tu es le DRH de Sigvaris et on te souhaite une belle continuation dans ton activité. Merci d'avoir été avec nous. Eh ben, je te remercie pour cette invitation et puis merci à tout le monde.